Au sommaire de cette édition en religion, l'ONG Jardin d'Éden, présidée par la prophétesse Eugénie Ngom, a procédé à une remise de dons. C'était ce samedi 19 novembre 2016. Actualité africaine en Guinée, inculpation du colonel Issa Kamara. Au Kenya, 28 braconniers arrêtés grâce à des caméras thermiques. Sport, football, Niger, préparation pour le tournoi de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci encore de choisir The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion, comme annoncé dans les titres. L'ONG Jardin d'Éden, présidée par la prophétesse Eugénie Ngom, a procédé à une remise de dons aux veuves et aux orphelins. Il faut préciser que cette cérémonie s'est déroulée ce samedi 19 novembre 2016 dans les locaux de la communauté Saint-Egidio de la commune de Treichville dans le district d'Abidjan. Suivant ce reportage. L'ONG Jardin d'Éden, dirigée par la servante de Dieu, la prophétesse Eugénie Ngom, a fait des heureux ce samedi 19 novembre 2016 dans la commune de Treichville. Cette ONG qui a pour leitmotiv soutenir la veuve et l'orphelin a saisi cette occasion pour le lancement officiel de ses activités. C'est en présence de plusieurs serviteurs de Dieu, parents, amis et proches, que la prophétesse Eugénie Ngom, présidente de l'ONG Jardin d'Éden, est venue de Londres, a tenu son discours. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et vraiment, je suis dans l'émotion. Je ne sais même pas par où commencer. C'est une grâce, c'est un privilège. Vraiment, d'aimer les autres. Amen. De nos jours, c'est pas facile de se lever comme ça. Si ce n'est pas Dieu, on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir de le faire. Amen. On ne se lève pas par sa propre volonté pour faire quelque chose. Donc, vraiment, c'est parce que vous aimez que vous êtes venus nous soutenir. Donc, je prie que le Seigneur vous arrose et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Plusieurs chantres ont égayé cet événement afin de plonger les participants dans une ambiance festive. En témoignent les pas de danse. Cette belle cérémonie avait pour aspect particulier la remise des dons aux veuves et aux orphelins, une vocation et particularité de cette ONG. Cette grande vision accompagnée et soutenue par le Saint-Esprit n'a pas échappé aux personnes venues accompagner la prophétesse Eugénie Ngom. Parlons à présent de société. En Côte d'Ivoire, la prise de décision était le terme d'un séminaire de formation organisé le mardi 1er novembre dernier à Abidjan par l'Institut supérieur de formation continue, en abrégé ISAFC. En voici le compte-rendu avec notre reporter signé Jean Jaurès Tabi. Prendre une décision en tant que cadre ou chef d'entreprise peut parfois s'avérer difficile. Pour permettre de comprendre et maîtriser les outils de la prise de décision et les mécanismes de psychologie sociale préalables à la décision, l'Institut supérieur de formation continue, ISFC, a invité ses cadres d'entreprise et décideurs à une formation. Dr Emmanuel Kouman, PDG de l'ISFC, a dans son exposé enseigné les différentes étapes de la prise de décision. Même dans l'échec, on a besoin souvent aussi de prendre une décision. Pas parce que j'ai échoué hier. Alors c'est moi. Et qu'est-ce que généralement en Afrique on nous dit? Notre milieu ou bien notre pensée, ça veut dire que nous sommes déjà influencés négativement. Et plus. Les participants se sont dit heureux d'une telle formation nécessaire pour minimiser les injustices lors de la prise de décision. Ce thème m'a beaucoup intéressé parce qu'à Bondoukou, je suis candidate aux élections. Alors je suis venue voir, écouter, pour savoir si ma prise de décision était une prise réelle. Et j'ai vu que l'enseignement qu'il a donné est parfait sur cette décision prise. Dans le cadre de notre travail, nous avons souvent tendance à faire des réunions. Peut-être que la présentation que nous avons là-bas et ce que je viens de voir aujourd'hui vraiment m'a apporté un plus, m'a amené à corriger certaines dispositions. Et nous avons constaté que la formation aujourd'hui n'est pas adaptée. Ce sont des formations théoriques, alors qu'aujourd'hui on a besoin des gens qui sont formés par rapport à des cas pratiques, une formation issue d'une expérience vécue. Donc nous, notre leitmotiv, c'est vraiment d'arriver à donner le plus d'exemples pratiques aux auditeurs pour qu'ils puissent être leaders et experts dans leur domaine.
Cabinet de formation continue et de perfectionnement, l'ISFC se donne pour mission d'apporter son expertise dans divers domaines afin de permettre aux uns et aux autres de répondre de façon efficiente aux exigences de leurs différents secteurs. En outre, ces formations participatives basées sur des cas pratiques permettent d'acquérir du savoir quel que soit le niveau intellectuel. La formation s'est soldée par la remise de diplômes de participation et une photo de famille à clôt ce séminaire. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine en Guinée où un colonel de l'armée et 10 autres militaires ont été inculpés par le tribunal militaire de Conakry qui les accuse de coups et blessures, vol, pillage et aussi incendie perpétrés dans le nord du pays. Le colonel Issa Camara, entendu, inculpé et placé sous surveillance judiciaire par le tribunal militaire. L'ancien gouverneur de la région administrative de Mamou, jusqu'ici considéré comme intouchable, a finalement été rattrapé par la justice. Il est inculpé pour coups et blessures, vols, pillages et incendies perpétrés au mois de juin dans la préfecture de Mali, située dans le nord de la Guinée. On a une longue tradition d'inculpation dans ce pays. Nous, ce qui nous plairait, c'est qu'on assiste à un jugement, que Issa Camara et son groupe soient jugés, qu'au moins qu'on mette fin à l'impunité dans notre pays. Les faits remontent au 17 et 18 juin 2016 à environ 550 km de la capitale. Le colonel Issa Camara, alors commandant du camp d'infanterie de Mali, a ordonné à ses hommes de donner 20 coups de ceinturon sur les fesses d'un chauffeur de camion mal stationné qui obstruait le passage de son cortège. Il s'en est suivi une répression militaire qui a fait 3 blessés graves et conduit au pillage de 47 boutiques, dont 7 sont parties en flammes. La justice en pareil moment, c'est constamment inféodé au pouvoir et à l'argent. Et la hiérarchie militaire, c'est le pouvoir. Donc, moi, je veux qu'on nous dise que cette fois, nous avons tort de douter de la justice guinéenne, mais je pense que l'inculpation sera juste une inculpation de plus et que sur le terrain, on risque de ne rien avoir. Désarmés et leurs documents de voyage saisis, le colonel Issa Camara et une dizaine d'autres militaires inculpés ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils se sont vus également signifier l'interdiction de quitter Conakry. Ils doivent se présenter 2 fois par semaine devant les juges militaires chargés du dossier. Au Kenya, à présent, 28 braconniers ont été arrêtés grâce à une nouvelle technologie associant caméra thermique et aussi système de détection. Cette mesure de protection de la faune est désormais pratiquée dans la célèbre réserve du Masai Mara. 28 braconniers arrêtés de nuit, principalement dans la célèbre réserve du Masai Mara au Kenya, d'après le Fonds mondial pour la nature. Une action rendue possible grâce à une nouvelle technologie associant caméra thermique et système de détection. Développée par le Fonds mondial, cette technologie a été mise à disposition d'une unité mobile de gardiens armés du Masai Mara, chargée de traquer les braconniers, chassant notamment éléphants, rhinocéros ou pangolins pour leur défense en ivoire, cornes et écailles. Une technologie inestimable pour la surveillance de nuit selon Brian Hurst, directeur exécutif de la célèbre réserve. Cette dernière permettrait d'après lui de traquer les braconniers 24 heures sur 24 à plus d'1 kilomètre de distance et même dans le noir le plus total. Difficile à endiguer en Afrique en raison de l'immensité des espaces à surveiller, le braconnage menace d'extinction plusieurs espèces dont la plus emblématique est l'éléphant. Ces 10 dernières années, 110 000 pachydermes africains ont été tués, soit un quart de leur population actuelle. Dans le futur, le WWF envisage d'installer cette technologie sur des drones de surveillance. Des tests ont débuté en octobre au Zimbabwe et au Malawi. Selon le gouvernement nigérian, la volatilité du Naira est causée par le marché noir des devises. Abuja a donc pris des mesures contre les vendeurs de devises sur le marché noir pour soutenir la monnaie locale. Suivons cet élément. Un marché informel pour diverses devises ici à Abuja. C'est l'alternative au guichet de change officiel où les taux sont fixés par la Banque centrale. Toutes les devises acceptées à l'international peuvent être échangées ici. Actuellement, le taux de change officiel pour $1 est 315,25 Naira. Dans le marché parallèle, ce taux est ramené à 460 Naira. Le gouvernement souhaite que les vendeurs fixent leur taux à 380 Naira pour $1. Il a demandé au département de la sécurité d'État si le marché informel se conforme à ce taux. Les tentatives contre ces agents de change n'ont pas été un succès. This practice is not new.
Cette pratique n'est pas nouvelle dans l'environnement économique mondial. Elle a d'abord été adoptée aux Philippines dans les années 80, où ils ont découvert beaucoup de trafic dans la monnaie et le gouvernement avait dû alors lancer les agences de sécurité contre les vendeurs du marché informel, et cela avait mené au phénomène populaire de 5 jours. Mais cet effet qui semblait positif n'a jamais dépassé 5 jours. Après cela, c'était empiré. Certains vendeurs qui n'ont pas réussi à appliquer le nouveau taux fixé par la Banque centrale ont été arrêtés. Godwin Ovo craint que le gouvernement force les vendeurs à arriver des échanges très secrets qui pourraient facilement mener à un doublement des taux. Cette répression ne mènera dans le futur proche qu'à un effet de 5 jours, qu'à une hausse des prix et du taux que les gens devront payer. Donc je ne pense pas qu'au-delà du phénomène de 5 jours que j'ai mentionné plus tôt, on arrivera au mieux à un taux plus élevé. La Banque centrale cherche à éviter que le Naira ne chute davantage, mais elle n'a pas assez de dollars à injecter dans le marché. Parlons à présent de santé en Afrique. Il est désormais possible de se soigner du paludisme avec un vaccin en Afrique subsaharienne. Sur le continent noir, le premier vaccin anti-paludique sera bientôt disponible. Le premier vaccin anti-paludique entrera bientôt dans sa phase active selon l'Organisation mondiale de la santé. Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre le paludisme. Ce vaccin expérimental connu sous le nom de RTS est le plus avancé. Il a été évalué dans le cadre d'un vaste essai clinique dans 7 pays d'Afrique. La résistance aux antipaludiques est un problème récurrent. L'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 de l'OMS contre le paludisme, également appelé malaria, est d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays à l'horizon 2020. Donc comme tout vaccin qui va être commercialisé, c'est qu'il y a eu toutes les phases d'essai clinique, même si ce qu'on sait de ce vaccin, c'est qu'il ne va pas couvrir à 100%, et puis il sera destiné pour la population jeune. Mais pour une réponse plus complète, à mon sens, donc une réponse complète contre ce fléau, il faudra toujours donc ménager avec les autres moyens, comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations et des sites où prolifèrent les moustiques. 3,2 milliards de personnes environ, soit près de la moitié de la population mondiale, sont exposées au risque de contracter le paludisme. La plupart des cas et des décès dus à cette maladie surviennent en Afrique subsaharienne. En 2015, 88% des cas de paludisme et 90% des décès dus à cette maladie sont survenus dans cette région. La découverte de ce vaccin, on peut dire aussi qu'il a changé la donne en Afrique, parce qu'on sait que c'est dans ce continent qu'il y a beaucoup plus de populations atteintes. Il suscite tout de même beaucoup d'espoir, même s'il sera destiné qu'à des populations jeunes, donc des nourrissons, des enfants de 2 ans à peu près. C'est donc un grand pas qui est franchi dans le domaine de la recherche et de lutte contre le paludisme. Le vaccin RTS, le tout premier contre le paludisme, est le seul à avoir réussi avec succès la phase 3 d'essai. 3 pays d'Afrique subsaharienne qui se sont prêtés à la phase d'essai seront donc sélectionnés en fonction des priorités. Les premières vaccinations dans le cadre du projet final devraient débuter en 2018. À présent, l'actualité internationale avec la France, comme annoncé dans les titres. Quel avenir pour Nicolas Sarkozy après sa défaite? Grand perdant de la primaire de droite, l'ancien président français Nicolas Sarkozy aura perdu son pari fou de revenir au sommet de l'État. Mais une fois la défaite digérée, quel avenir pour Nicolas Sarkozy? Suivons. Il rêvait d'un comeback, c'est raté. Nicolas Sarkozy ne reviendra pas à l'Élysée. Un comble pour cet animal politique qui était revenu dans l'arène avec la ferme intention d'en découdre. Pire encore, il arrive 3e derrière son ennemi Alain Juppé et loin derrière son ancien Premier ministre François Fillon, celui qu'il avait qualifié de collaborateur pendant son quinquennat. Bien obligé de surmonter son inimitié, Nicolas Sarkozy apporte pourtant son soutien à l'ancien locataire de Matignon pour le second tour de la primaire. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. L'ancien président y croyait d'autant plus que 2012 n'était pas son premier revers.
Entré en politique très jeune, il a connu des succès, des échecs et une traversée du désert dans les années 90. Mais il est toujours revenu jusqu'à se hisser à la fonction suprême en 2007. Après sa défaite 5 ans plus tard, il prend sa retraite politique, avant de revenir en 2014 pour s'emparer de l'UMP, qui deviendra les Républicains. Été 2016, fin du faux suspense, il sera candidat à la présidentielle. Mais la primaire de droite à laquelle il était hostile lui sera fatale. L'ancien locataire de l'Élysée, qui a toujours suscité les passions, a fait les frais d'un tout sauf Sarko dans une large frange de l'électorat. Et au soir de la défaite, il n'a d'autre choix que d'annoncer une nouvelle fois son retrait. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Quel destin désormais pour un ex-président de 61 ans? Difficile de le voir dans un gouvernement sous un président Fillon. Même si c'était un ministère régalien, on voit bien qu'il serait de ministre de celui qui a été traité par lui-même de collaborateur, donc c'est quand même très très compliqué. Alors est-ce la fin de sa carrière politique? Pas si sûr. Il n'a pas dit arrêt définitif, il a dit qu'il se retirait de la vie publique, il a dit qu'il consacrerait plus de temps à sa famille ou à ses activités privées, mais en tout cas il n'y a pas une orientation qui appelle à dire je prends définitivement ma retraite de la vie politique. Mais surtout Nicolas Sarkozy, simple citoyen, pourrait être rattrapé par la justice. Il est sous le coup de 2 mises en examen dans le cadre de l'affaire Big Malion et dans l'affaire Bettencourt. Sans compter les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Et cette fois, il aura bien du mal à accuser les juges de vouloir lui barrer la route de l'Élysée. Nous restons toujours en politique, cette fois-ci en Allemagne, où Angela Merkel devrait annoncer sa candidature à un nouveau mandat de chancelière au moment où ses partisans font d'elle le dernier rempart face aux poussées populistes illustrées par le Brexit ou la victoire de Donald Trump. Elle a longtemps été la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et soutenue par les Allemands. Angela Merkel a été mise en difficulté dans son pays après avoir ouvert les portes de l'Allemagne à plusieurs centaines de milliers de réfugiés de Syrie et d'Irak. Ce que nous vivons est quelque chose qui va continuer de nous occuper dans les années à venir, nous changer. Et nous voulons que le changement soit positif et nous pensons que nous pouvons y arriver. Crise grecque, conflit ukrainien et crise migratoire. Ce troisième mandat a été mouvementé pour Angela Merkel, à qui on a souvent reproché de tergiverser sur les sujets sensibles. Cette fille de pasteur qui a grandi en Allemagne communiste a été touchée par la détresse insupportable des migrants, mais aussi par les réactions de ses concitoyens. Madame Merkel a été surprise par le nombre d'Allemands qui se sont engagés pour aider les réfugiés. Mais elle a aussi été négativement surprise par le racisme et l'hostilité qui se sont clairement exprimés, même dans les régions qui n'accueillaient quasiment pas de migrants. Plus discrète qu'Helmut Kohl, plus consensuelle que Gerhard Schröder, Angela Merkel, physicienne de formation, a construit sa carrière politique patiemment. À la chute du mur de Berlin, elle commence à militer à la CDU, un parti d'hommes conservateurs dont elle va prendre la tête en 2000. Élue chancelière en 2005, 2009 et 2013, elle a toujours su séduire bien au-delà de son électorat. Elle s'est déplacée politiquement vers le centre, ce qui lui a permis de donner un sentiment de continuité et de sécurité aux électeurs. Souvent moquée pour son style vestimentaire invariablement composé de vestes de tailleur, la femme la plus puissante du monde, comme l'a consacré 10 fois le magazine Forbes, est connue pour la simplicité de ses goûts. Opéra et randonnée avec son mari sont ses activités favorites. On peut même l'apercevoir régulièrement en train de faire ses courses seule dans les supermarchés de Berlin. La candidature annoncée d'Angela Merkel ne laisse pas l'Europe indifférente. Chez les députés, les réactions divergent en ce moment sur la question de l'accueil des réfugiés. Réunis en session plénière à Strasbourg, les députés européens n'ont pas manqué de réagir à l'annonce de la candidature d'Angela Merkel à un nouveau mandat de chancelière. Mais au sein de sa famille chrétienne démocrate européenne, les réactions sont parfois négatives. C'est le cas de ce député tchèque. Je vois le cas d'Angela Merkel comme problématique
parce qu'elle a poussé pour le système de quotas, et ce système de quotas ne fonctionne pas en Europe. A contrario, l'eurodéputée verte, Ska Keller, estime que la chancelière allemande n'est pas allée assez loin. Il y a une bonne chose qu'Angela Merkel a entrepris, c'est de dire que les réfugiés pouvaient venir en Allemagne alors qu'ils s'entassaient en Hongrie. Et cette décision était très bonne. Après, malheureusement, nous avons vu le contre-coup en matière d'asile. Le gouvernement a mis en place de nombreuses restrictions en matière de regroupement familial. La parlementaire social-démocrate Anna Gomes est elle aussi très sévère. Allons-nous continuer de permettre la croissance des inégalités dans nos pays et ainsi alimenter le discours populiste qui détruit politiquement l'Union européenne? Je pense que l'Allemagne a une très grande responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer avec ces politiques d'austérité qui, en effet, étouffent la croissance en Europe. Le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, donne le ton des négociations concernant le Brexit. Il faut préciser qu'il est en ce moment en tournée en Europe auprès des institutions européennes. Le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, poursuit son déplacement auprès des institutions européennes. Ce mardi, il était à Strasbourg pour rencontrer les députés. Pour David Davis, il s'agit surtout de donner le ton des discussions à venir. Un des points sur lesquels nous sommes très clairs, nous allons systématiquement négocier. Il y a des questions relatives à la politique migratoire, relatives à la sécurité, relatives à la justice, relatives au marché. Sur tous ces sujets, avant d'entamer une négociation formelle, nous serons très clairs sur comment ils seront élaborés et sur toutes les implications pour les deux camps, à savoir pour nous et dans la mesure du possible pour l'Union européenne. Les négociations n'ont pas encore commencé, mais le président du groupe chrétien-démocrate au Parlement, le Parti populaire européen, attend justement des clarifications de la part de Londres. À propos du Brexit, il est très important d'avoir un dialogue parce que nous avons une responsabilité commune. Mais il faut que la partie britannique clarifie sa position. Pour le moment, rien n'est clair. Je n'ai aucune information supplémentaire sur ce que le gouvernement britannique souhaite obtenir, sur ce que le Brexit signifie exactement. C'est pourquoi il faut une clarification. Le Parlement réclame d'ailleurs au parti europhobe britannique UKIP de rembourser 421 000 €. La formation de Nigel Farage est accusée d'avoir utilisé à tort des fonds européens pour la campagne en faveur du Brexit. Au Royaume-Uni, le déficit budgétaire britannique a été réduit. Selon l'Office des statistiques nationales, ce déficit a été ramené à 4,8 milliards de livres sterling, soit 25% de moins qu'à la même période l'an passé. Réduction surprise du déficit budgétaire en Grande-Bretagne en octobre. Il a été ramené à 4,8 milliards de livres sterling, soit 25% de moins qu'en octobre 2015. Les économistes l'attendaient à 6 milliards. Une amélioration toutefois insuffisante pour atteindre les objectifs budgétaires fixés en mars. Depuis le début de l'année fiscale, le 6 avril, l'État a emprunté 48,6 milliards de livres, 10,3% de moins que sur la même période l'an dernier. Pour faire baisser l'emprunt public de 27% sur l'exercice fiscal en cours, comme prévu par la loi de finances, Londres devrait se contenter de moins de 7 milliards de livres d'emprunts supplémentaires sur les 5 mois à venir. Quant à la dette publique, elle a gonflé de près de 51 milliards en octobre pour atteindre le niveau record de 1642 milliards de livres sterling, soit 83,8% du produit intérieur brut. Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a déjà renoncé à dégager un excédent budgétaire d'ici 2020. Il doit présenter son projet de budget ce mercredi. Les économistes s'attendent à une forte hausse des dépenses publiques pour accompagner le Brexit. Face à la pression de la rue, le gouvernement turc a finalement retiré sa loi sur les agressions sexuelles. Les détracteurs de cette loi accusent de légitimer des violences sexuelles aussi de mineurs. De nouvelles consultations sont annoncées. Après 5 jours de protestations nationales et internationales, le gouvernement turc a donc fait machine arrière. Mardi, le projet de loi qui prévoyait l'annulation des condamnations pour agressions sexuelles sur mineurs a finalement été retiré. Ce projet de loi avait déclenché une vague de protestations via la mobilisation des ONG et des associations de défense des droits des femmes.
Vendredi dernier au Parlement, le ministre de la Justice turc avait fait voter en première lecture une loi qui aurait permis de légaliser des agressions sexuelles pour peu que l'agresseur épouse sa victime. Les cas de viol n'étaient pas concernés, mais les associations de défense des droits de l'enfant considéraient cette loi comme un très mauvais signal. Le gouvernement turc a donc promis de revoir sa copie en écoutant cette fois les recommandations de la société civile. Parlons à présent de sport dans cette édition d'information avec le football. Après 2 ans de suspension, le tournoi d'intégration de football de l'UEMOA se tiendra à Lomé du 26 novembre au 3 décembre 2016 dans la capitale togolaise. Le Niger se prépare pour son rendez-vous. Suivons ces éléments. Le tournoi de football de l'UEMOA, c'est du 26 novembre au 3 décembre 2016 à Lomé au Togo. L'équipe du Niger est un regroupement pour la préparation de cette compétition regroupant les joueurs locaux des 8 pays de l'UEMOA. Au stade général Séni-Kountché de Niamey, les 20 joueurs sélectionnés s'entraînent sous la supervision de Frédéric Acosta. Après une première phase de préparation physique, l'équipe vient d'entamer la deuxième dite technique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un groupe capable de faire de belles choses. Mais que ce groupe accepte de reconnaître ses faiblesses et aussi d'accepter aussi la façon dont nous voulons jouer. Et je pense que c'est sur ce point-là que nous sommes en train de travailler pour attaquer le tournoi. Nous aussi, de notre côté, on va essayer de faire le maximum pour faire un bon tournoi à Lomé. Le Niger se trouve dans le groupe A composé du Togo, pays hôte, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le groupe B renferme le Burkina Faso, tenant du titre, le Sénégal, le Bénin et la Guinée-Bissau. Le ministre nigérien des Sports s'est déplacé sur le terrain d'entraînement pour encourager les joueurs mis au vert depuis plusieurs jours. Je peux vous assurer, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que votre séjour à Lomé soit un séjour agréable, pour que vous soyez vous-même fiers en contact avec tous les autres joueurs des autres nations, pour que vous soyez vous-même fiers au-delà de ce que vous portez comme drapeau, ce que vous portez comme message de votre pays, que rien ne vous dérange, rien ne vous perturbe en termes de besoins. En attendant le jour J, le MENA du Niger lui continue sa préparation à Niamey avec une série de matchs amicaux contre les clubs de la première division qui préparent la reprise du championnat national prévu le 3 décembre 2016. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.